Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut tout le monde. Donc, dernier épisode de notre série animation de l'été. Donc, on va parler de JavaScript, d'animation donc avec JavaScript. C'est toi Alex qui va nous en parler le plus. Et donc voilà, tu nous présentes un petit peu l'épisode. Yes, bah en fait, avant de partir directement sur les librairies et comment faire et tout ça, je pense que c'est hyper important de bien comprendre le mécanisme sur les animations en JS. On a déjà vu pas mal de choses sur l'épisode CSS où on vient Mm. expliquer les transitions, les animations. Euh, de la même manière, en fait, là, on va rajouter une surcouche, en fait, avec du JS. Par contre, ça me paraît important de bien comprendre déjà ce que c'est une animation en CSS, parce que Mm. rajouter du JS par-dessus, ça va rajouter de la complexité. Ouais, Et utiliser des animations en JS pour faire juste un changement de couleur, c'est complètement overkill, quoi. Ça ne sert oui, à rien. Donc, exact. je pense que déjà, il faut bien comprendre que sur du JS, si on veut animer des choses en JS, c'est qu'on va faire des choses qu'on ne peut pas faire en CSS. Parce que Mm. le niveau de complexité est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus poussé, Ouais, en fait. ouais, Donc, on va, dans un premier temps, on va parler vraiment des concepts de base, de bien expliquer euh, quelles sont, on va dire, les grosses briques qu'on va retrouver dans toutes les librairies. Et en fait, si on maîtrise ces concepts-là, on pourra passer d'une librairie X à Y. C'est pas gênant si on a compris les fondamentaux. Une fois de plus, en dev, c'est toujours les fondamentaux qui priment. Déjà parce que j'aime bien mettre des petits tacles. Déjà, il faut arrêter d'utiliser jQuery. Déjà, Ah, premier truc. mais il y a des gens qui l'utilisent encore, tu rigoles. Non, non, Non. non, non, mais on regarde le net. Bon, de toute façon, ça fait 2 ans depuis la naissance du podcast. Je pense qu'on tacle jQuery. C'est devenu le running gag. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que oui, il faut éviter d'utiliser jQuery Oui, pour faire nos animations. Ça sert à rien. ouais. Donc, comme en CSS, en fait, le gros concept de base, c'est on va aller définir la target. En fait, sur notre sélecteur, en fait, on pourrait dire en CSS, mais qu'est-ce qu'on va animer? Sauf que là, vu qu'on est en JS, on va pouvoir utiliser tout le panel du JS. Donc, notre Mm. target, l'élément qu'on va vouloir animer, ça peut être un nœud du DOM, ça peut être un sélecteur CSS, Mm. mais aussi un objet JS. Mm. Et de la même manière, un objet JS ou un tableau d'objets. Alors, ça paraît un petit peu Tu mets quoi conceptuel, mais dans en ton fait, tableau, dans ton objet? C'est quoi en fait l'objet? par exemple, si tu veux animer des valeurs que tu as Ouais. récupérées depuis une API, en fait, Mm. ces valeurs, c'est un chiffre. Tu veux Mm. animer ces chiffres-là. Tu veux, par exemple, les faire partir de 0 et arriver à 23%, parce que le 23%, c'est l'information que tu as récupérée depuis ton API. Tu vas pouvoir les animer avec, tu pars de 0. Donc, Ah ta d'accord, OK. valeur, tu vas modifier la valeur en fait que tu récupères. Tu OK. l'as fait partir de 0 et tu l'as fait terminer à la valeur que tu as récupérée de ton serveur. D'accord. Donc, tu peux animer un objet Des JS. valeurs quoi, ouais, des valeurs, ouais. Ouais, OK. après, un objet JS, c'est clé valeur, quoi. Donc, Ouais. ouais, carrément. Donc ça, c'est bien important de comprendre que tu vas animer un objet, donc c'est la target. Après, les choses, on va dire, classiques, tu vas modifier des propriétés. Donc, Mmh. tu vas lui appliquer des propriétés qui peuvent être la durée, la vélocité, donc c'est le easing qu'on a déjà parlé. Tu vas pouvoir lui appliquer une animation spécifique avec une direction, si c'est infini, en, si ça tourne une fois, deux, trois, quatre, cinq fois la répétition, ou tout simplement tu vas lui appliquer la valeur, tant de pourcentage ou un chiffre déterminé spécifique. Ça, c'est vraiment le concept pour chaque élément. Après, en fait,
on va pouvoir définir ce concept de keyframe. Alors, on rejoint aussi ce qu'on a vu déjà sur du keyframe ça ressemble beaucoup en à l'épisode CSS. CSS là pour l'instant. Mais Exactement, keyframe, exactement. etc., c'est tout pareil. Exactement, c'est exactement. Et sur ce keyframe, en fait, on va pouvoir appliquer à tel moment, on va appliquer telle propriété. Donc pour l'instant, on va dire, c'est assez classique. Par contre, le fait d'avoir un keyframe, on va pouvoir on va avoir un niveau de granularité bien plus précis. Parce que même si en CSS, on va jouer avec des sélecteurs CSS, là, on va pouvoir jouer avec des propriétés bien plus étendues. Donc, ça amène déjà bien plus de possibilités. Après, il y a un concept qu'on ne peut pas faire en simple CSS, c'est cette notion de staggering, de stagger. Qu'est-ce que c'est le staggering? C'est ça. En fait, ça serait une sorte de séquençage et d'application de l'animation un par un. Je m'explique avec un exemple, on va tout de suite comprendre. Par exemple, je veux animer une carte où c'est une carte avec un utilisateur. Donc, je vais animer cette carte. Je vais définir toutes mes animations sur cette carte. Sauf que si la carte, elle est affichée 12 fois dans ma page, les animations vont se faire 12 fois en même temps au moment où la carte est affichée. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est la première. Ça va être un petit peu violent, en fait, pour le navigateur. Là. Il va se retrouver à calculer plein de choses. Alors, oui, de toute façon, on en parlera un petit peu plus tard, mais ça peut être super violent. Et en termes de perf, on va reprendre les fondamentaux qu'on a vus sur qu'est-ce qu'on va observer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'effet visuel va pas être très très joli si on a les 12 éléments qui s'affichent en même temps. Ça va pas être joli. Justement, le fait de stagger ou d'utiliser du staggering, en fait, on va dire, tu vas déclencher le premier élément, on va dire la première instance de carte, tu vas l'animer, puis la deuxième instance de carte, tu vas déclencher son animation 0, 1, 0 ou une seconde après. Ce qui fait qu'on a une sorte de séquençage automatique. Ce qui nous permet, en fait, depuis un même élément ou un même composant qui a la même propriété d'animation, on va pouvoir lui appliquer un délai dans le temps sur l'exécution de cette animation. Ce qui nous permet, en fait, d'avoir un effet visuel en une sorte de propagation ou oui, c'est ça serait un peu l'élément, une sorte de propagation, quoi. Ok. Donc, dans le cas où tu cibles un élément avec une classe, donc forcément, tu as plusieurs classes, plusieurs éléments, tu peux... qui ont la même classe. Mettre un délai entre chaque début d'animation. En fait. Entre chaque élément, ça va lancer. Donc, c'est une sorte de cascade, en fait. En gros. Voilà, exactement. C'est une sorte de cascade. C'est une sorte de... J'aime bien l'idée de séquençage, en fait. On vient séquencer. Malgré le fait qu'on utilise le même élément, la même animation, tout ne va pas se lancer en même temps. On vient séquencer l'arrivée. Et donc ça, c'est assez puissant. Et donc, c'est intéressant. Mais ça, c'est quelque chose qui est automatique dans certaines librairies ou c'est toi qui dois le régler toi-même Alors, en fait, dans la majorité des librairies, on a accès à ce staggering et on va lui soit spécifier en mode stagger, soit délai. Voilà, ça va... On va pouvoir jouer en fait avec cette propriété. Ok, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de toutes les librairies qui est pris en charge. C'est une fonctionnalité qui est prise en charge pour, on va dire, une librairie de JS qui fait de l'animation, va gérer cette propriété et nous donne accès à cette API pour pouvoir justement séquencer. L'exemple typique, c'est un élément, la même animation, mais j'ai 50 instances. Je ne vais pas mettre tout en même temps. Je vais pouvoir les staguer. Hyper important. Bien sûr, carrément. Un deuxième concept qui est aussi prépondérant à toutes les librairies, ça va être cette notion de timeline.
Donc, on va se rapprocher de ces notions de keyframe. Mais là, pour le coup, c'est pas l'élément qui va être pris en compte, ça va être l'animation globale. C'est-à-dire, au début de mon animation, je vais pouvoir pointer différents éléments. Et c'est là où, en fait, on commence à avoir un peu le chef d'orchestre qui se met en place. C'est au lieu d'avoir un prisme d'entrée de l'élément et d'animer cet élément, avec la timeline, je vais pouvoir animer plusieurs éléments en même temps. C'est-à-dire, au début de mon animation, je vais pouvoir lancer différentes petites animations dans cet élément. À un autre point de passage, je vais pouvoir déterminer pareil. Donc, je vais pouvoir en fait orchestrer toutes ces animations de tous ces éléments-là avec une timeline séquencée. Parce que si j'ai un élément, c'est plutôt facile. On peut faire ça en CSS ou peut-être avec un peu de JS, mais c'est relativement simple. Si on commence à avoir plusieurs éléments, un exemple typique, ok, je veux que la photo, elle vienne sur la gauche, le titre, il vienne depuis la droite, et quand je scroll, il y a le bloc de texte qui apparaissent à mon scroll. Wow, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Un peu chaud, ouais. En termes de timing, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est là où on vient mettre cette notion de timeline, où en fait, on va vraiment orchestrer tous les éléments qu'on veut et le déclenchement. Ce qui fait que c'est vraiment des petits blocs. Et là, on vient ajouter au niveau d'abstraction au-dessus, on vient orchestrer tous ces blocs-là. Ok, donc contrairement à CSS où le keyframe, la timeline, c'est vraiment un élément, là on est vraiment sur une timeline globale en fait de ton animation qui prend en charge plusieurs éléments. Okay. Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la timeline, c'est pas l'abstraction de l'élément, c'est l'abstraction de l'animation globale et générale. Okay. Donc, ouais. En fait, il faut voir ça comme quand on fait du montage vidéo ou sur After Effects. Ou sur Flash, à l'époque. Ou sur Flash pour les anciens. On a vraiment cette notion de timeline où on va séquencer tout ça. Et je l'ai déjà évoqué tout à l'heure juste, mais on va avoir cette notion de contrôle. C'est un concept qui est important, c'est-à-dire à quel moment, c'est une sorte de trigger en fait, le contrôle, c'est à quel moment on va lancer notre animation. Est-ce que c'est au montage du DOM, c'est-à-dire quand la page elle est montée, je vais lancer mon animation, ou ça va être quand je clique. Quand je clique, je vais déclencher cette animation-là. Ouais. Ça va être, par exemple, quand mon élément arrive dans le viewport. Merci la nouvelle API, enfin pas la nouvelle, mais elle est relativement récente, de Interaction Observer, qui nous permet en fait d'interagir quand l'élément est dans le DOM. Je vais pouvoir lancer cette animation-là. Pareil, à mon scroll, je vais pouvoir lancer mes animations. À tant de pourcentage de scroll de ma page, je vais déclencher telle animation. Et là, en fait, ça nous donne un niveau de granularité, un niveau de précision qui est vachement plus poussé. Tu contrôles vraiment quand ton animation se déroule, se déclenche. Exactement. Et c'est vraiment cette notion de chef d'orchestre qui est hyper important, mais qui va pouvoir être déclenché avec cette notion de trigger, de contrôle. Qu'est-ce qui fait que ça lance mon animation? Ok. Et dernier concept qu'on va retrouver un petit peu partout, c'est cette notion d'exécution de JavaScript. Soit au début de l'animation, soit à la fin de l'animation, on va choisir. Mais c'est cette notion de callback ou promesse. Voilà. Un exemple typique, je scroll, c'est la fin de mon animation. À la fin de cette animation, je vais lancer un appel API pour aller récupérer le score. Ou quelque chose. Donc, dans cette animation-là, c'est l'animation qui va déclencher en fait cette fonction JavaScript. Donc, j'ai pas besoin de mettre un timer où je sais que mon animation, elle fait 2 secondes, donc je mets un set timeout de 2 secondes et après, j'appelle. Non, là, je scroll, la fin de l'animation arrive,
c'est à ce moment-là que je fais mon appel à mon serveur où j'exécute du JavaScript Oui. pour changer quelque chose. Ouais, hyper important parce qu'en fait, comme tu dis, le fait de mettre un set timeout ou n'importe quoi, parce que tu sais que ton Ouais. animation elle dure 2 secondes ou quoi, mais en fait, elle peut durer plus longtemps en fonction de la machine sur laquelle elle est exécutée. Ça peut prendre plus de temps parce que il y a moins de ressources. Et, Exactement. et effectivement, tu vas faire ton appel trop tôt par rapport à la fin de l'animation, et là, ça te permet vraiment de la faire vraiment à la fin, quoi. C'est vraiment hyper pratique, quoi. Et puis là, tu as un effet, ça marche pas, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe Donc, pour Ouais. le coup, si on veut faire des choses assez précises et assez complexes, en fait, on va être obligé de passer par ces librairies, par toutes ces Oui, oui. librairies-là. Par contre, c'est hyper important de bien comprendre ces concepts-là, quoi. Donc, vraiment, OK, qu'est-ce que je vais animer? Quel est l'élément que je vais animer? Quelle propriété je vais lui donner? Cette notion de staggering où je vais pouvoir le déclencher en mode séquence, ou je vais utiliser ma timeline où là je vais orchestrer tel élément, puis tel élément, puis tel élément. Et l'avantage que je vais avoir avec cette timeline, c'est que je vais pouvoir lui dire je vais lui définir les propriétés de fin ou les propriétés d'entrée. Je vais pouvoir choisir. Par contre, alors ça serait une bonne pratique, c'est de choisir vraiment toute notre animation. On donne les propriétés d'entrée et ou les propriétés de sortie, parce que si on change, si on fait du from, to, machin, c'est hyper complexe, on s'embrouille nous-mêmes, quoi. Donc, c'est OK, on part du principe que l'animation, elle décrit les propriétés finales. En tout cas, souvent, c'est les bonnes pratiques qu'on met, c'est de mettre les informations finales, et on vient animer à l'entrée, et on vient écrire de manière explicite les propriétés qui sont à la fin de l'animation. Une fois que l'animation sera terminée, le rendu de la page sera comme ça. Et on vient écrire les animations d'entrée, et comme ça, on arrive, on a décrit le résultat final de Ok. la page. Ok. Donc, cette notion de timeline et cette notion de contrôle, est-ce que c'est quelque chose d'automatique ou du scroll ou du viewport et tout ça. Ok. Une fois qu'on a dit ça, en fait, OK, on a toutes les bases en fait pour construire en fait notre animation. Là, pour le coup, c'est assez conceptuel pour ceux qui nous écoutent, et pour ceux qui ont la chance de nous voir sur YouTube, on va passer sur des choses un peu plus visuelles, et on Ah. va tout de suite voir des choses. Ah, les librairies. Voilà. Exactement, les librairies. Alors, il y en a beaucoup qui sortent un peu tout le temps, et c'est un monde qui évolue quand même assez vite. La plus connue, et je pense que ça me paraît difficile de ne pas parler de GreenSock, connue sous aussi GSAP. Ouais. Je pense que historiquement, c'est celle qui a permis de faire des choses les plus poussées. Et assez tôt. Maintenant, ils sont à la version 3 quelque chose, oui, 3.10, 3.10.4. Et en fait, directement depuis le site greensock.com, on voit en fait la possibilité de rendu. Alors évidemment, sur la page d'accueil, ils vont mettre un peu des trucs effet waouh, parce que sinon c'est pas intéressant. Mais là, en fait, on voit parfaitement que l'animation suit ma souris, ce qui fait que mon pointeur est l'élément déclencheur. Donc c'est le contrôleur. Vraiment, le contrôle, Ouais. c'est ma souris, quoi. Green Socks, je vois souvent utilisé avec des éléments que tu sais, que tu scrolls en fait, et ça déclenche des Ouais, mouvements en fait avec le scroll en même temps. Comme on peut voir sur le site Apple souvent, qui va déclencher, que tu exactement. vas scroller et l'ordi va tourner, machin, tout ça. Ouais, ouais, avec En fait, ce qu'il faut comprendre, Waouh. c'est que cette animation, en fait, cette librairie-là, il y a un concept un socle de base, un truc core, on va dire. Ouais. Et après, il y a des plugins
qui viennent rajouter et étendre en fait les fonctions. Un exemple typique, c'est justement l'animation des SVG. En fait, c'est une surcouche que tu vas mettre en plus de GSAP. Ok, ça te permet d'utiliser que ce que tu as besoin. En fait, tu as vraiment un corps et après, si tu fais que du Ouais, SVG, bah, exactement. tu prends que SVG. Si tu fais du scroll, tu fais du Exactement. scroll. Ok. Exactement. Pareil pour le WebGL, où tu vas pouvoir injecter du WebGL, même si aujourd'hui, on avait déjà vu ça avec Bruno sur Three.js. Ouais. De la même manière, le Canva, tu vas pouvoir animer C'est les ouf, hein, tags là, ceux qui regardent en Canva. vidéo, moi je vois les vidéos sur l'écran, je me demande comment Ah, ils arrivent à faire des trucs pareils. c'est hyper conceptuel, quoi. Ouais. Et pareil, il y a un Motion Pass plugin qui, pour le coup, en fait, nous permet de faire Suivre des... un tracé, en fait, c'est ça? Exactement. Donc, alors, je pense qu'ils ont sorti ça bien avant que Ah oui. ça soit natif dans le navigateur. Mais bon, c'est un peu la suite aussi logique des choses. Il y a d'abord des librairies, puis après, les gens qui travaillent sur les navigateurs se regroupent et disent bon, ça, on peut l'intégrer de manière native. Et c'est devenu, et ça rentre dans le côté natif, ce qui est bien parce que ça nous supprime des librairies, des dépendances et tout le reste. Mais Ouais. clairement, on prend vraiment une claque sur des sites comme ça. Et pour Ça, le coup, typiquement, en CSS, maintenant, on pourra le faire. C'est ce qu'on a à l'écran, à l'exemple de rectangle qui suit le tracé. C'est quelque chose qu'on peut faire nativement maintenant. Enfin, donc, mais c'est sûr que c'est assez récent que les constructeurs de navigateurs s'entendent maintenant et qu'ils arrivent à implémenter des choses. Mais c'est vrai qu'avant, c'était obligatoire de passer par ça, quoi. Ouais, carrément. Et d'autant plus que là maintenant, on peut justement, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure sur Apple ou sur des choses comme ça, c'est de la réaction au scroll. Ouais. Donc, on va pouvoir lancer l'animation au scroll ou bouger les éléments à notre scroll de souris. Et là, en fait, ça donne une expérience d'immersion totale. Voilà, enfin, de toute façon, je pense que tout le monde a vu le site de Apple ou des choses comme ça où, pour le coup, c'est vraiment super stylé et en plus, bien plus qu'un simple effet parallaxe, quoi. Ça vient vraiment animer. Ok, il y a la photo qui vient de gauche, de droite. On vient faire des superpositions. Et même le lancement de vidéo, en fait, on peut aller faire du frame by frame sur le scroll de vidéo. Donc, c'est vraiment hyper précis. Et on récupère l'intégralité de Green Sox et de toutes les animations qu'on a déjà. C'est-à-dire, OK, est-ce qu'il est dans le viewport? Est-ce qu'il n'est pas dans le viewport? Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le pionnier en termes d'animation. C'est là où il y aura aussi le plus de tutos possibles partout sur le net. Il y a des formations qui sont très bien, qui sont hyper poussées là-dessus. Une fois de plus, dès qu'on commence à faire de l'animation, il y a vraiment cette dimension esthétique et design et créatif qui rentre en compte. Et c'est pas à négliger, quoi. C'est pas le tout de vouloir animer plein de choses. Il faut qu'il y ait un semblant quand même de créativité. Il faut que ça soit joli et agréable à l'œil. Donc, il faut quand même développer son côté esthétique. C'est là où on parle de créatif développeur. Ouais, clairement. Si on n'a pas ça, c'est un petit peu plus il suffit pas d'utiliser compliqué. Green Sox pour faire des belles animations. Il faut, faut partir. Voilà. C'est pas aussi simple. Ouais. Non, c'est pas du tout aussi simple. Je parlais de timeline. En fait, sur GSAP, c'est un plugin qu'on vient rajouter et qui nous donne toutes les
cette notion de timeline et de point de passage, quoi. Ok, à tel point de passage, tel élément va avoir telle propriété à tel point de passage, et en fait on vient séquencer cette timeline, quoi. Donc Ok. on peut mettre des pauses, on peut repartir en arrière, voilà, on peut faire tout ça. La doc est plutôt bien faite. Ouais. Il y a des cheat sheets qui sont plutôt bien, qui nous permettent en fait Est-ce que, Oui, est-ce que dans l'ensemble, toi, tu l'as déjà utilisé? Moi, jamais, en oui. fait. La courbe d'apprentissage, elle est dure ou c'est plutôt facile à Euh, utiliser? Alors, au départ, on prend vraiment la vague, on dit ouais, je comprends pas. Mais Ouais. au final, ça se structure. Et pour le coup, le fait de bien comprendre, ok, mon élément, mon stagger, ma timeline, mes Mhm. keyframes, en fait, de bien comprendre les concepts de base, une fois qu'on a compris ça, bah, en fait, c'est beaucoup plus fluide. Et après, c'est que de la grammaire. C'est ok, la librairie, elle me Mhm. dit que ma timeline, tout bon, bah, ça va aller vers la propriété. Donc, je vais définir la propriété de fin, de sortie ou d'entrée, from. Et une fois qu'on a ça, une fois que c'est plus clair, bah, ça passe, ça passe. Mais oui, Un petit peu, ouais, il y a quand une même. courbe Ouais. d'apprentissage un petit peu au départ qui est un petit peu violente. Et Euh, ça fait beaucoup de code quand tu fais des animations ou ça reste quand même oui, assez concis? Ouais, ça fait beaucoup de code. ouais, ouais, ça fait quand même beaucoup de code. Après, Ok. ce qui est intéressant, c'est, bah, on revient sur les mêmes fondamentaux. C'est au lieu de faire une animation de but en blanc et de tout l'écrire, essayer de sortir et de faire des appels de fonctions, c'est-à-dire je lui donne ma fonction, je vais lui donner un élément et une direction par exemple, Mhm. et bah, ma fonction, elle va appliquer un effet d'opacité, un effet de rotation ou de translation. Et en fait, le fait de découpler et d'utiliser uniquement des fonctions en utilisant GSAP, on va pouvoir réutiliser ces informations-là. Un exemple typique que moi j'avais utilisé GSAP, c'était sur la transition entre des pages. Mhm. Donc le projet était en Next, bizarrement. Euh, Étrange. étrange. Mais entre la navigation des pages, je voulais en fait avoir un effet de slide droite ou un effet de slide gauche. Mhm. Et bah, clairement, c'était sur le routeur. Donc là, je venais appliquer, si c'était un retour, bah, je faisais de gauche à droite Mhm. ou de droite à gauche selon la navigation. Bah, moi, je voulais pas refaire la même chose encore et encore. Donc, bah, j'avais mis en place des fonctions et ça passe plutôt bien. Et Ok. pareil sur des notions de scroll, où là, en Mhm. fait, on va animer, l'image se grandit jusqu'à prendre 100%. Et ouais, ça marche plutôt bien. Par contre, ce qu'il faut savoir sur GreenSox, c'est Mhm. que il y a beaucoup d'informations. Par contre, ils ont une sorte de club, de club qui nous donne accès en fait à des outils pour débugger et monitorer nos Mhm. animations sur la création. Et en fait, on va retrouver ça aussi sur une autre animation. Mais là, c'est un club qui est payant, Ouais. qui coûte à l'année, je crois, ouais, entre 100 et 200 dollars, qui va nous donner en fait accès à des plugins en plus Mhm. et des outils pour débugger. Mais beaucoup de choses, ce qui fait vraiment la différence, c'est Ouais. le DevTools, quoi. C'est le DevTools pour Ah oui. pouvoir justement débugger et inspecter notre animation. Parce que si on fait des choses simples, bon, ça passe, on peut très vite s'en sortir. On Mhm. peut plus facilement s'en sortir. Par contre, dès qu'on commence à avoir des animations un petit peu plus complexes, avec beaucoup d'éléments, sans ça, c'est l'enfer, quoi. C'est un, Bah c'est un ouais. cauchemar. Donc le DevTools, ça mène vraiment une grosse plus-value. Pour le coup, j'ai jamais utilisé ça parce que c'était relativement simple ce que je faisais. Donc Mhm. j'en ai jamais eu le besoin. Mais je pense que c'est nécessaire si on veut passer sur des choses d'envergure, quoi. Ouais. Ok.
Ouais, ça clairement. reste raisonnable au niveau tarif, hein, ça va. Si tu fais beaucoup d'animation. Après, ce qu'il faut comprendre, enfin, ça, on parle un petit peu plus commercial, mais Mhm. en fait, si le client est prêt à payer ça et voit une valeur, en fait, non, je vais reformuler. Le client, en fait, on peut très vite arriver sur des effets waouh. Oui. Et en fait, ça se monétise. Et on peut très facilement lui expliquer que pour créer cette animation, ça demande énormément de temps et c'est compliqué. Donc, on peut facturer et les créatifs développeurs peuvent. En fait, il y a plus de limite. En fait, ça va être très difficile. Un créatif des développeurs va plus facilement vendre la valeur finale du produit, Mhm. l'effet escompté, que vraiment, ok, un TJM jour où bah, c'est temps, quoi. Et donc, bah, passer sur ce type de techno ou de créatif développeur, on va pouvoir vendre des choses beaucoup plus chères, quoi. Ouais. Donc, ce qui est aussi pertinent de nous, de monter en compétences, d'avoir des outils qui nous permettent de faire ça plus rapidement et de gagner du temps. Et parce que derrière, on va pouvoir potentiellement vendre aussi des Ouais, animations et carrément. des petits effets Puis waouh, des valeurs, quoi. et puis se différencier par rapport aux autres développeurs, parce que toi, tu fais des choses un petit Clairement, peu plus animées, tout ça. Ouais, c'est clair. Faut pas clairement. hésiter, ouais, à se former là-dessus. Ouais. Mm. Et Green Sox, il y a une autre librairie qui s'appelle AnimeJS. Mais Et toujours dans le même concept, on va même retrouver principe. Ouais. ouais, on va vraiment retrouver les mêmes fondamentaux, quoi. Donc le staggering, la transformation des éléments avec bah, du CSS classique, du contrôle de callback avec des timelines. Là, ça Waouh. réagit à mon clic, C'est ça c'est réagit. c'est hyper fluide en fait l'animation, c'est incroyable. C'est vraiment super, super, super classe. Et ouais, ça amène vraiment une grosse, grosse plus-value. Ouais. Toujours là, on va retrouver une doc qui est extrêmement, extrêmement bien faite avec des petites animations, ce qui fait que chaque élément va être animé dans la doc, alors que la doc de chez Green Sox va être beaucoup plus brute, parce que je pense qu'elle est historiquement, elle est Ancienne, déjà ouais. plus vieille. Mm. Ouais, je pense que AnimeJS est un petit peu plus récent. Et eux, ils ont vraiment incorporé toutes des petites animations par des petits exemples, en fait, par des tout petits Mm. exemples. Donc, on comprend tout de suite quel va être le rendu et comment c'est écrit. Ce qui nous amène, en fait, bah, c'est beaucoup plus facile, en fait, à jouer avec. Et donc, je dirais que la documentation de AnimeJS est vraiment super, super, super bien faite parce que c'est out of the box, quoi. On Ouais. peut tout de suite, on comprend instantanément comment ça marche et on va retrouver les mêmes choses, le contrôle, la timeline et tout ça. Mais en tout cas, une grosse, grosse plus-value sur, AnimeJS, la sur doc. AnimeJS, Ouais. sur la doc. Par contre, enfin, les deux librairies qu'on a évoquées pour l'instant, Mm. euh, elles sont assez gourmandes, elles sont assez C'est lourd lourdes. comme ouais, c'est lourd quand Ouais, ouais. souvent, c'est lourd. Et c'est là où il y a la dernière librairie on va dire, qui pop en ce moment, on va dire. Allez, Mm. c'est Motion Wine. Pour le coup, eux, ils sont vraiment focalisés sur le poids, donc la taille de l'animation enfin, le poids de la librairie, pardon. Par contre, sans négliger les performances. Ouais. Et ils vont même, en fait, jusqu'à mettre un tableau comparatif. Donc voilà, ils disent voilà, nous, par rapport à AnimeJS, ben, le bundle size chez Motion One, c'est 3.8, chez AnimeJS, c'est 7, et chez GreenSox, c'est 23,5. Donc voilà, on passe quasiment pas du 1 pour 10, mais On ouais, parle de ok. kilo-octets là, on parle. Hein. Oui, kilobits, ouais, kilobits. Et pour le coup, il donne aussi accès à toutes les API où il dit, voilà, sur GreenSock, c'est le socle, mais derrière, Mm. vous devez rajouter plein de plugins, Ouais. alors que chez nous, bah, c'est en natif, quoi. Dans Donc, le corps qui est super light, t'as déjà tout en natif dedans. Ouais.
C'est ça, en fait. Exactement, exactement. Ouais. Après, c'est comme tout, une librairie qui vient après les autres, elle bénéficie de C'est tout plus facile. l'historique et de Oui. toutes les erreurs que, on va dire pas les erreurs, mais les points noirs que les autres librairies ont mis en place, bah eux, ils peuvent plus facilement les pallier. Il y a toujours Mm. une primeur au dernier arrivé, quoi. Ouais. Donc en tout cas, Motion celle-ci One. met Ouais. vraiment l'accès sur le poids, ce qui vient en fait minimiser le bundle final et c'est toujours bon. Sur les perfs aussi, ils parlent pas mal de perfs aussi sur leur Ouais, site. ouais. Et c'est Ils quoi le sont best in dev? C'est quoi? Il y a des outils disponibles aussi? exactement. En fait, Ouais. ils ont un Un inspect inspecteur. tools qui va Ouais. nous permettre en fait d'aller débugger et d'aller clairement Waouh. de voir comment on peut jouer avec tout ça. Et en clair, si on a des choses relativement simples, on peut s'en passer. Dès qu'on arrive sur des éditions un petit peu plus complexes, waouh, c'est méga, méga, méga compliqué, quoi. Donc, Ok. le DevTools devient quasiment indispensable sur des choses d'envergure, quoi. C'est hyper Par bien fait. contre, C'est open je- source, Motion One? Enfin, c'est open source. Motion One, oui, il me semble. Je suis pas sûr, mais je vais regarder. On peut aller voir sur le GitHub. Sur le GitHub, ouais, Sur le GitHub MIT ouais, donc c'est open license. source. Et pour le Pas mal. coup, eux, ils ont fait plusieurs. Alors, le DevTools, c'est payant. C'est-à-dire Ah, le Motion DevTools, normal. il... ouais, ouais, voilà. Il est à 50 € à l'année, Ça va, ça va. il me semble. Alors, 50 euros. Ah, ils disent pas. Peut-être Ah, qu'il est ils ont peut-être illimité. changé. Peut-être qu'ils ont changé le, le pricing. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il était à 60 balles à l'année. Et là, je vois, il y a pas cette notion D'année. d'année. Donc, Ok. est-ce que c'est en one fees? Je ne sais pas du tout. Pour le coup, on mettra. Je passerai peut-être un. J'essaierai de demander aux gars Hmm, parce que c'est vraiment classe. Ce hmm. qu'il faut comprendre, c'est que Motion One, c'est agnostique, donc c'est du JavaScript pur, donc ça va marcher, on va dire, nativement sur tous les frameworks et on va basculer après sur les animations pures. Mais là, Hmm. les trois que je vous ai présentées, elles sont vraiment agnostiques de tout framework, Vanilla malgré le JS. Hmm. Ouais, Vanilla, ouais, exactement. Malgré le fait que Motion One a une petite surcouche qui est déjà fait en vue et en solide. Solide, tiens, c'est marrant. Ouais, solide. Ils ont fait le choix. Après, je pense que c'est peut-être parce que ils avaient plus d'appétence. Ouais. En clair, on va utiliser des directives qui sont directement implémentées et on va dire ce framework pardon, la librairie Motion va directement être intégrée dans le framework avec des directives qui peuvent être utilisées directement dans nos composants, ce qui est beaucoup plus facile. Ok. Donc ça, c'est plutôt bien. Et avant de Ouais. basculer sur, on va dire, la vision React, Vue, Angular, parce qu'il existe aussi des librairies qui ont été codées pour Angular et pour Vue. Il y a un petit dernier qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps qui s'appelle AutoAnimate. Hmm. Et un gros avantage que je vois, c'est que déjà, il est agnostique. Donc, React Hook, Vue Directive, Svelte Action. En clair, on peut l'utiliser un peu partout. Et on va juste lui dire, tiens, tu viens animer le parent et tous les enfants vont être automatiquement animés. Un exemple typique, là, on voit sur je veux rajouter ou je veux réorganiser avec les ordres, un ordre Ouais. 1, Et 2, une 3, liste, ouais. 4. Hmm. Voilà, je vais réorganiser un LI. Et ben en fait, dans le UL, je vais dire auto-animate Hmm. et ça va automatiquement en fait déplacer les éléments en animation. À la suppression, ça va faire une espèce de fade et ça va rétrécir l'élément parent et ça va
automatiquement animer. Donc, en une directive, Ouais. on va générer, on va créer une animation. Donc, on va dire pour ceux qui veulent pas du tout coder une animation, mais qui veulent profiter d'une animation out of the box en JS dans notre framework, Auto Animate est juste hallucinant parce que ça fait du motion out of the box quoi, et plutôt super propre. Donc, c'est vraiment hyper. Ouais, c'est un peu magique. Ouais. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la magie, mais. Moi, j'aime pas. Ouais. J'aime pas les mais trucs magiques. moi, ce que je vois, c'est la capacité, la vélocité, la rapidité dans laquelle on peut implémenter ça et d'avoir un rendu visuel. Waouh, tu vois, c'est super intéressant. Ah ouais, je les veux effets sont excellents. Ouais. Je veux ajouter un client ou je veux cliquer sur quelque chose, je le supprime, il y a un petit effet animation, je viens déterminer ma durée, enfin, en 3 lignes c'est fait et il y a un petit effet waouh instantanément. Et donc ça c'est plutôt oui, ouais, c'est pas mal. C'est plutôt sympa. Pas mal. Ouais. C'est Donc pas là, mal. on passe. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. À tester, c'est pas mal. On va passer aux librairies spécifiques au framework là. Donc Exactement. celles d'avant, c'était juste voilà, JS, tu les intègres où tu veux, une page HTML, un framework, n'importe. Là, on passe vraiment sur des libres spécifiques à React, Vue ou Angular. Exactement. Et je pense que celle qui est la plus connue en React, c'est Framer Motion, je pense. Après, je sais pas si tu as déjà utilisé ou pas. Non. 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 Après, je pense que c'est pas mal utilisé sur du React Native pour justement dans les animations téléphone pour se rapprocher au plus proche de l'effet natif en fait du téléphone sur lequel on n'a pas toujours accès sur les API, mais avec ça on va pouvoir intégrer des choses plutôt pas mal. Et là en fait on va dans notre composant React on va déclarer et on va utiliser en fait les directives de Motion Framer pour justement interagir directement. Donc là en fait on rajoute pas un niveau d'abstraction autre. On reste dans notre framework et c'est la librairie qui vient. En fait, on vient utiliser la syntaxe. Framer, Oui. c'est l'éditeur de. C'est un système. C'est lié avec Framer, là, le système qui. Exactement. Ça, voilà. Totalement lié. C'est totalement lié, ouais. Donc, En tu fait, peux même exporter directement de Framer. Ouais, alors pour le coup, exactement. Ouais, tu vas pouvoir, en fait, tu vas coder tu vas designer tes animations et derrière, en fait, tu vas pouvoir les intégrer directement dans ton appli React. D'accord, ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça que c'est super connu, parce que les designers doivent faire les animations et après les développeurs doivent les intégrer dans les projets React. Ouais, exactement. Après, on avait on avait déjà évoqué ça un peu avec Charlie qui était venu nous parler de Lottie, mais pour le coup, là, c'était sous After Effects, quoi. Donc, c'est une animation. C'est autre chose. Ouais, c'est level up. Ouais. Et là, en fait, avec Framer, c'est les animations de Framer qu'on va pouvoir exporter. Ouais. Donc, intéressant. Après, je sais pas si Figma on va pouvoir utiliser ça ou pas. Je sais pas s'il y a des plugins, peut-être, je sais pas. Ouais, mais en tout cas, grosse librairie d'animation. On va retrouver un peu la même chose en motion sur Vue avec des hooks dans nos composants pour justement aller animer. Donc, on va dire c'est l'équivalent sur Vue et on va on va définir et écrire nos animations. Okay. Ça fait partie, c'est un plugin de Vue Use qui est en fait une énorme bibliothèque de hooks et de composables en Vue où on va pouvoir utiliser. Là, il y a un plugin qui vient se rajouter pour justement gérer toutes ces animations. Donc c'est un peu c'est pas mal. C'est pas mal. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces animations-là, elles
elles se mettent en place. Ça reste encore récent et je pense que ça bouge énormément. Il y a, une fois de plus, c'est pas figé. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les techniques d'animation évoluent, mais super, super vite. Ça Oui. devient ça devient de plus en plus complexe, mais le rendu est de meilleur et de plus en plus de qualité. Donc, il faut utiliser ces technos-là pour faire des choses et animer. Et je pense que demain, il y aura encore d'autres techniques qui vont venir se rajouter Bah oui. et ça va évoluer. Je vais juste parler très rapidement alors, c'était pareil, de Star. Ouais, voilà. Ça, c'est View Starport. View Starport. Oui, yes. En clair, je vais garder un élément d'une page pour l'afficher dans la deuxième page. Et sur cette route, en fait, parce que là, je vais bien utiliser mon routeur. Donc, du passer d'une page à l'autre, il y a un même élément. Et bah, ce même élément, en fait, va rester visuellement sur ma page. Donc, j'ai un effet, en fait, comme si je naviguais pas d'une page à l'autre. Et c'est l'élément qui se resize automatiquement. Et donc, ça fait un effet, en fait, comme si on plongeait, en fait, dans l'image où l'image se resize. Et donc, c'est un effet visuel qui est super, super classe. Après, est-ce que c'est bien supporté encore? Je pense pas. Par contre, il y a une API qui, justement, on évoquait ça sur l'épisode sur de les la navigateurs, ouais. sur la Google.io 2020 où justement, bientôt, alors pour l'instant, c'est derrière un flag, mais justement, on va pouvoir interagir sur ce routeur API pour justement venir injecter des éléments. S'il y a deux éléments qui sont présents dans la page, dans les deux pages, et on va pouvoir appliquer un effet sur ce routeur et sur la navigation. Du coup, ça ouvre quand même de bonnes perspectives. Donc là, ça, ouais, c'est c'est plutôt... vraiment les transitions de pages pour faire un effet pendant que l'API native n'est pas encore dispo parce qu'ils travaillent dessus. Exactement. La Pour page l'instant, on peut le transition, là, faire. on peut le On faire peut avec déjà des le librairies. faire. Ouais. Ouais, on peut le faire avec des librairies, avec du GreenSox, avec toutes les librairies qu'on a vues. Néanmoins, ça nécessite de vraiment, vraiment bien maîtriser à la fois le routeur et à la fois la librairie d'animation. Donc, on attend vraiment que ça sorte en natif et on aura des navigations entre les pages qui sera d'autant plus fluide et d'autant plus sympa, même si c'est déjà accessible via Un petit GSAP, flag, quoi, mais ça, ouais. ouais, c'est la porte d'entrée pour le coup et la marche d'entrée, il y a vraiment un step pour jouer, c'est avec technique, ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok, pas mal tout ça. Mais ouais, après, une fois de plus, je pense que il faut jouer avec, quoi. En fait, le seul moyen de vraiment comprendre comment ça marche et comment on peut l'utiliser, c'est de jouer avec ces librairies-là. Peut-être commencer par des tout petits effets assez simples avant de se lancer dans une grande animation. Déjà, de comprendre les fondamentaux, peut-être de réagir au scroll. OK, au scroll, ça grandit. Et peut-être que ça suffit largement et ça nous ouvre des portes. Et puis après, on rajoute au fur et à mesure de la complexité. Et ça, c'est déjà hyper intéressant. Yes. Mais grosse dédicace quand même à Matt Perry. On mettra le lien. Mais je suis hyper emballé par cette notion de Motion One, aussi bien en termes de performance qu'en termes de rendu, en termes de fluidité. Ça me paraît super classe et personnellement, j'aurais bien envie de pousser sur Motion One. Ouais, ok. Et toujours attention, on le rappelle, attention aux performances au niveau des animations. On en a parlé avec Three.js, on en a parlé avec le CSS, on en parle aujourd'hui avec le JS. Attention aux performances de vos animations parce que
nous, on code en tant que développeur sur des machines assez puissantes, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vont naviguer sur les sites avec des machines beaucoup moins puissantes. Donc, toujours tester avec des petits téléphones, tout ça, pour être sûr que ça fonctionne correctement. Yes, top. Merci Patrick. Ben, merci à toi pour tout ça, pour toutes ces explications. C'était très intéressant. Et puis ouais, une fois de plus, on code, on essaye, et puis, Allez, go. et puis c'est cool. Allez, merci à tout le monde. Ciao, À ciao. plus. Ciao.